Les gars, l'interview-ci, hein, je pense que ce sera une des meilleures interviews de la chaîne. Je pense que ce sera une des meilleures interviews de la chaîne. Si vous ne le connaissez pas encore, la personne que je vais interviewer là, si vous ne la connaissez pas encore, la personne, attention, vu que je suis au Bénin et que c'est son pays d'origine, je me suis dit que c'est impossible que je ne rencontre pas cette personne. Donc je vous emmène à la rencontre de monsieur KS, ce sont les initiales KS, imaginez c'est qui? Ceux qui ont deviné là, écrivez en bas. On va le rencontrer, on va un peu causer avec lui, on va un peu chiller avec lui, on va connecter avec lui. On aura sûrement des opinions qui s'accrochent, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que nous deux, nous sommes les enfants de la terre africaine. Et nous deux, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour l'Afrique. Et je pense aussi que c'est ça la beauté, quoi. C'est ça la beauté d'être des Africains. C'est de comprendre que malgré certaines petites différences, on travaille ensemble et on fonctionne ensemble. Voilà. Nous, on s'en va là. On lance pour les vraies choses. I'm so excited. Stay tuned, guys. Stay tuned. Donc après une longue journée, là on arrive à l'endroit clé pour rencontrer quelqu'un dont je vous ai parlé. Ah oh, maman, elle soit. Je peux prendre le sac. Voilà. Oh là là, la surprise sera de taille les gars. La surprise sera de taille. Je vous promets. Juste un instant. Bon, la famille. Ça c'est le vlogging, je fais beaucoup de vlogging, vous avez entendu la voix. Bon regardez déjà pour vous donner un indice, on est où là? On est au centre commercial Afro. Ça c'est bien à Cotonou. Si vous ne le connaissez pas, accrochez-vous parce que ce sera une interview détonnant. Les questions vont venir au fur et à mesure. Bonsoir Kémy. On va cette interview et qu'on puisse aller se reposer. Se coucher, se reposer, ok. Bon, moi, on va plus entendre la voix parce que bon, le focus est sur Monsieur Seba. Déjà, Kémy, juste te présenter à la communauté africaine. C'est qui Kémy Seba? Kémy Seba, activiste politique, journaliste dans un certain nombre de télévisions africaines et dernièrement donc sur la chaîne de télévision panafricaine Vox Africa, basée au Cameroun et à Londres, qui diffuse dans toute l'Afrique francophone et anglophone. Écrivain, auteur de 4 ouvrages sur le panafricanisme et la conscience noire, chef d'entreprise, donc propriétaire du centre commercial Afro. Il y a un restaurant panafricain, un supermarché de produits bio africains, un salon d'esthétique avec des produits cosmétiques africains et un studio d'enregistrement télévisé. Voilà. Super, mais ça c'est une panoplie de belles choses. Je sais pas ce qui est beau ou pas beau, mais une chose est certaine, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. Alors Kémy, déjà dis-moi, il y a un truc qui me surprend beaucoup, parce que toi tu es né en France, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi le retour en Afrique? Pourquoi tu es revenu en Afrique? Parce qu'un lion peut naître dans une basse-cour, il n'en deviendra pas poulet. Tu peux être un lion, tu peux grandir au milieu des coqs ou des poules, mais tu ne deviendras pas un KFC. Je caricature en disant qu'on peut toujours être loin. C'est pas parce qu'un lion naît dans la mare ou dans la rivière qu'il va devenir un crocodile. Il y a un moment donné, notre nature, notre origine nous rappelle. On est dans un monde où on ne respecte que les blocs. On ne respecte les entités que lorsqu'elles sont massives. On n'est plus à l'ère des minorités. C'est quelque chose profondément auquel je crois. C'est pour ça que je dis que, comme le disait Marcus Garvey, Back to Africa, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un sauvetage. Rentrer chez nous, faire de chez nous des sociétés puissantes pour que l'extérieur, par la suite,
change son braquet vis-à-vis de nous. Et justement, la puissance, comment tu définis la puissance quand tu parles de... La puissance, elle est d'abord basée sur la connaissance de soi. Parce que sans connaissance de soi, vous pouvez être milliardaire, vous serez toujours un sous-homme pour les autres. La connaissance de nos amis naturels et aussi de nos ennemis. Parce que notre peuple est un peuple spécialisé dans le fait de ne pas savoir qui sont véritablement ses ennemis. Et quand on ne sait pas qui sont nos ennemis, on a tendance à répéter toujours les mêmes erreurs, je pense, très souvent. La puissance se base aussi évidemment sur le pouvoir économique, non pas en finalité, selon moi, mais en moyen. Il y a un proverbe qui dit « l'argent c'est le nerf de la guerre ». Et je dis, il faut, oui, que ce soit le nerf de la guerre, mais il ne faut pas que ça devienne la guerre des nerfs. Et donc, il faut faire en sorte qu'on puisse réunir toujours ce qu'il faut en termes de fonds pour mener nos activités, mais pas que ça devienne une finalité. Moi, j'ai eu des sommes, je n'ai pas besoin de dire ça, mais des sommes astronomiques entre les mains. Si j'étais dans la mentalité de beaucoup, j'aurais arrêté le combat depuis très longtemps et je serais en train de, je sais pas, je ferais ma petite vie quoi, de businessman, etc. Mais le business pour moi est, comment dirais-je, nécessaire mais pas suffisant. Voilà. Donc c'est un élément important. C'est pour ça que j'accepte l'entretien avec ma très chère Stéphanie Mbida. Mais c'est la finalité est globale. Donc connaissance de soi, pouvoir économique évidemment et compréhension des enjeux politiques. Je pense que c'est ce qui nous rend aussi et donc de la géopolitique, pour être plus précis, c'est ce qui nous rend le plus compétitif dans ce monde. Voilà. Justement, en parlant de... Tu as parlé du fait que les Africains ne connaissent pas leurs ennemis, premièrement, et tu viens de mentionner la géopolitique. Ce manque de géostratégie, parce que souvent quand on interagit avec l'Africain moyen, on est quand même assez... pas innocent, mais on a tendance à être un peu ignorant. Il y a un peu d'ignorance. Ça dépend des coins. Moi, j'ai travaillé comme directeur général d'une chaîne dans ton pays, le Cameroun, Afrique Média, où j'ai été très choqué de voir les passants avoir une compréhension des enjeux politiques à Douala. J'étais choqué. Puis à d'autres pays, tu vas à Bamako, pareil. Même le vendeur de moutons ou poulet grillé va te faire une analyse géopolitique que les gens sur France 24 ne sont pas capables de faire. Et puis après, il y a dans d'autres villes, peut-être à Cotonou par exemple, où on est très centré sur le Bénin, le monde c'est le Bénin et pas forcément l'extérieur, où en effet tu vas parler de géopolitique et ça va pas toujours ça va pas toujours être intelligible pour tous. Donc je pense que ça dépend des horizons. La géopolitique qui est clairement, pour moi, la discipline la plus importante au monde, parce que le synonyme de la géopolitique, pour moi, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est... il y a un élément qui se passe loin, tu penses que ça ne te concerne pas. L'exemple de la Chine. Tout le monde a entendu les histoires au départ de... Oui, il paraît qu'il y a une grippe, le Covid, là, ils sont tous... Tout le monde riait. La grippe chinoise. Tout le monde riait, jusqu'au jour où la grippe chinoise elle est sortie de Chine. Et puis elle a commencé à toucher un pays, un autre pays. Et donc ceux qui se moquaient de ça, c'est là où ils comprennent que la géopolitique, c'est pas un jeu. Et qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe loin, parce que ce qui se passe loin a toujours des répercussions sur ce qui se passe. Mais comment justement on ferme le close the gap? Comment on ferme le... Apprendre. Aujourd'hui, on a accès au moyen, le support le plus puissant de la planète qui est Internet. Internet nous permet quand même, pour ceux qui ont eu besoin de ça, d'autres ont commencé avant, moi je lisais des livres depuis 20 piges sur ces questions-là. Mais Internet permet de se renseigner sur un certain nombre de sujets, de thématiques qui touchent justement à l'actualité politique et économique des différents États et permettre de s'insérer. La géopolitique, en fait, c'est l'histoire du présent. Les gens n'ont pas tendance à le comprendre, mais c'est l'histoire du présent. Ce sont les facteurs sociaux et politiques du présent, d'accord, qui permettent de décanter parfois des tensions, des tensions qui peuvent exister en différents États, et les analyser permettent de prévoir demain. Parce que la meilleure façon de bâtir demain, c'est de le construire aujourd'hui. Tu as dit clairement que tu aspires à... Si la nature m'y pousse. Elle va bien t'épouser, je suis sûre. Je suis sûre. On verra la ça. nature aime les personnes quand même assez... Si elle me pousse, c'est très possible que j'y aille. Elle va bien te pousser. J'y réfléchis beaucoup. Elle va bien te pousser, cette nature-là. Je suis sûre à 200% et tout. Au moins, tu es clair avec tes intentions. Moi, je suis pas... C'est très apprécié. Je suis pas un politicien qui est là pour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, comme je t'ai dit, j'en ai déjà eu beaucoup. Moi, j'ai eu toutes les périodes. J'ai eu des périodes où j'étais dans la rue.
comme en France. Je ne suis pas issu d'un milieu, mon père est un médecin qui a été ruiné très tôt, donc qui n'a jamais vécu comme il devait vivre, à cause du racisme notamment. J'ai été mis dehors de chez moi, j'avais 17 ans, d'accord. Donc pendant peut-être 10 mois, quand on parle de rue, c'était pas rue, tu rentres chez toi le soir. J'étais dehors. On s'est réconcilié avec les parents, bien évidemment, mais j'étais à une période où je remettais en compte beaucoup de choses. Et beaucoup d'aliénation, notamment que je pouvais voir au sein de mon clan, on va dire, de ma famille. Et donc j'étais dehors, j'ai connu la précarité, j'ai commencé l'activisme sans grand chose, et pas en ayant un objectif d'être riche, mais en ayant un objectif d'aider les miens. La nature a fait que, à un moment donné, quand tu deviens, on va dire, well known dans un domaine, forcément des gens viennent à toi, différentes entités viennent à toi, te soutiennent financièrement, parient sur toi financièrement, investissent sur toi, et très rapidement la conjonction de différents facteurs, tu as accès à certains marchés, etc., fait que tu as la possibilité d'avoir de l'argent sans que ça soit quelque chose que tu recherches. Donc je suis très à l'aise sur les questions de dire ce en quoi je crois, parce que je ne rentre pas dans ce combat. Il y a des gens, ils rentrent dans le combat pour la notoriété. Si c'était ça que je voulais, la notoriété, je l'ai depuis longtemps, c'est pas ce que je cherche. Il y a des gens qui rentrent dans ce combat pour l'argent. Si c'est ça que je voulais, l'argent, j'ai palpé des sommes que beaucoup de gens qui parlent de business n'ont jamais touché, objectivement. Il y a des gens qui rentrent dans ce combat pour avoir des femmes. Par la grâce de Dieu, j'étais un beau garçon avant de faire de la politique, que Dieu me pardonne, hein, c'est mon côté Mohamed Ali. Mais donc j'ai pas... Moi, j'ai pas de problème sur ce terrain-là. Tous ces secteurs-là, moi, je suis là, je suis sur Terre, je pense, pour une mission bien précise. C'est ce en quoi je crois, en tout cas. Et depuis 20 ans que j'ai commencé, je pense que j'ai sensibilisé beaucoup de gens sur des questions cruciales liées à notre situation et que les choses avancent beaucoup. Et toi, c'est quoi tes solutions, les solutions que tu proposes par rapport à ces réalités dans laquelle la plupart des Africains sont versés? Il faut qu'on pose déjà le diagnostic. Dans quoi on est versé et quel type. Parce que moi, par exemple, je circonscris la réalité de mon combat. Moi, je me bats pour tout noir du monde entier. C'est une évidence, homme ou femme, c'est une réalité. Maintenant, Dieu m'a fait apparaître dans un monde qui est, entre guillemets, le monde, j'aime pas ce terme, mais francophone. Donc, dans un premier temps, je suis circonscrit à la réalité des pays colonisés par la France, qui vivent une réalité particulière à travers le franc CFA, à travers le néocolonialisme français de manière générale. Et donc ça, c'est quelque chose dont on doit être capable de se débattre et de se départir. Donc déjà, ma réalité se circonscrit là. Après, il y a la dynamique beaucoup plus globale des États, parce qu'il y a des réalités en Afrique de l'Est qui sont particulières, en Afrique australe, c'est particulier aussi. Et donc, ce sont des choses dont on doit être capable de traiter, mais je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de faire les choses par palier. Donc, quand on me dit des solutions pour l'Afrique, non, je circonscris ça maintenant par rapport à la zone dans laquelle on est. Pour ce qui est de l'Afrique francophone, si le diagnostic est qu'en effet nous sommes encore colonisés, le processus doit être un processus pour sortir de ça, de décolonisation et donc d'autodétermination. Le processus de résistance au néocolonialisme français passe notamment au niveau de la société civile, par la réunion de divers mouvements citoyens qui sont dans une dynamique, dans un premier temps, de sensibiliser les populations sur les problématiques liées au néocolonialisme, la question monétaire, parce qu'avant c'était une question qui était réservée aux élites. On a réussi à rendre cette thématique un peu plus populaire, en Afrique francophone, beaucoup plus populaire, même s'il y a toujours des gens dans des coins reculés qui peuvent ne pas être concernés par ça, et on ne leur en veut pas. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont concernés au marché, on peut parler de ça, parce qu'on a mené ce combat. Ça, c'est une évidence. La sensibilisation est une chose. Après, comment dirais-je, l'agite-propre, l'agitation politique pour justement susciter le débat et pousser les décideurs politiques à justement prendre des décisions qui vont dans le sens de la pression mise en place par la société civile, normalement c'est le rôle. Mais nous, on est dans des pays où nos décideurs politiques sont bien souvent des soumis automatiques sur ces questions, d'accord, et qui sont soumis aux intérêts français quand la société civile pousse pour justement se départir de la France. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en s'alliant avec différentes forces qui comprennent notre combat, d'accord, qui sont opposées elles aussi pour diverses raisons à l'impérialisme occidental, on a été capable d'imposer ce débat parfois
contre vents et marées, contre le gré des autorités locales, pour que ce débat devienne... Vous savez, quand un débat est local, si les décideurs ne veulent pas entendre parler, tant pis. Mais quand vous faites en sorte que ce débat devient international, ils sont obligés de se prononcer. Alors, la manière dont ils se prononcent ne va pas dans le sens exact de ce qu'on veut, mais aujourd'hui, il y a une grande avancée sur l'exemple du franc CFA. Ils ont ressorti un projet qui datait des années 80, qui était la monnaie ECO, une monnaie unique de la CEDEAO. Les pays d'Afrique anglophone ont été très réceptifs à notre message, puisqu'on voulait une rupture avec le trésor français. Donc ils ont dit qu'eux, ils ne veulent pas de lien avec le trésor français, ils veulent une monnaie à taux de change flexible, arrimée à un panier à devises, alors que les pays d'Afrique francophone, nos dirigeants, notamment au Bénin et ailleurs, veulent un taux de change fixe arrimé à l'euro, et donc au trésor français en réalité. Donc il y a toujours cette guerre qui est en train de se faire, mais auparavant on était inaudible. On a réussi à réunir comme une masse critique en Afrique francophone. Aujourd'hui, les pays d'Afrique anglophone sont relais dessus. Et quoi qu'il arrive, on se dirige de manière irréversible vers la fin du franc CFA. Ça va juste prendre du temps. Il y a des querelles de pouvoir, des enjeux. Il y a le temps diplomatique aussi qu'il faut respecter. Mais ça c'est la matérialisation concrète de ce qu'on est capable de faire quand on est dans une logique de s'unir, d'agir, de se mobiliser, de trouver les fonds pour être capable de se déplacer à différents endroits, parce j'ai vraiment été partout pour sensibiliser les sociétés civiles africaines sur ces questions. Le processus de décolonisation passe par là. Et l'étape d'après, bien évidemment, c'est tôt ou tard, il faudra prendre des responsabilités sur le terrain institutionnel, évidemment. Mais l'écho, si on doit parler brièvement de ça, là, l'écho, justement, est-ce que ce n'est pas... et je pense que, justement, tu avais un discours par rapport à ça. Est-ce que tu aurais changé d'avis? Je ne pense pas. Tu n'es pas du genre à changer d'avis. Par rapport à l'écho, est-ce que ce ne serait pas une autre sorte de franc CFA déguisé en... Le débat, il a été refait depuis. C'est-à-dire qu'il y a deux échos. L'écho que veut Macron est un écho, c'est une franc CFA. De manière officielle. Il n'y a même pas une question à se poser dessus. C'est vraiment, ils ont juste enlevé le compte d'opération. Mais le vrai problème du franc CFA, ce qui posait problème pour nos populations, c'est que c'était une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et cela anéantissait tout processus de compétitivité. D'ailleurs, la balance commerciale de la plupart des pays d'Afrique de la zone franc était déficitaire, justement parce que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies comme les nôtres. Donc, c'était fait pour arranger les importations occidentales, d'accord, mais pas fait pour arranger l'échange entre pays d'Afrique de la zone franc. Il faut bien retenir cette démarche-là. Et donc les multinationales françaises avaient besoin qu'on soit arrimé à une monnaie aussi forte que l'euro pour être toujours dans cette situation de décalage. Ce que nous prônions, et ce que les pays d'Afrique anglophone tels que le Nigeria et le Ghana ont prôné, je ne vais pas dire qu'ils se sont alignés uniquement sur ce qu'on disait, mais disons que nos revendications ont donné vraiment beaucoup de force à leur volonté d'agir sur ce terrain, c'est qu'ils veulent un taux de change flexible arrimé à un panier à devises pour être adapté aux réalités économiques temporelles de nos pays. Et donc il y a une bataille entre l'écho de ce qu'on appelle l'écho de la CEDEAO, qui est un écho débarrassé du franc CFA, et l'écho de l'UMOA, des pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest, d'accord, qui eux sont dans la ligne de Macron. Donc il y a un débat qui est en train de se faire entre les deux. Mais les pays les plus puissants d'Afrique de l'Ouest étant le Nigeria et le Ghana, la Côte d'Ivoire aussi, mais le Nigeria et le Ghana d'abord, je pense que ce que les sociétés civiles, ce que nous avons soulevé, finira par gagner, clairement. Donc il y a deux échos. C'était ça la stratégie de Macron, il a fait du piratage industriel, il a volé un nom qui n'était pas le sien pour semer le doute dans l'esprit des gens, pour que les gens rejettent le projet éco, même le projet éco-positif. Okay. Alors que c'est sa partie qui est négative. C'est important de... Et maintenant, j'ai une autre question pour toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance de la politique. En quoi est-ce que là... Ça dépend. Ça dépend. Il y en a plein qui comprennent. Ceux qui cherchent souvent beaucoup d'argent, là, sans trop réfléchir, ne voient pas l'importance. Quand on parle parfois de politique sur cette chaîne, c'est du genre, il ne faut pas trop parler de politique sur la chaîne et tout. Parce qu'ils ne veulent pas fâcher des gens, hein, puisque généralement l'argent n'a pas de couleur ni de frontière, donc ils ne veulent pas se mettre à dos différentes personnes. Mais ils sont tous... Mais lui, il est vraiment dans la politique, c'est son expertise. Mais il ne faut pas terroriser les gens. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes? Je sais que pour toi c'est une question très basique et minable même à la limite. Non, il n'y a aucune question minable. En quoi est-ce que la politique est importante? Politique, c'est participation à la vie de la cité. Ça vient du terme politéia.
qui signifie participation à la vie de la cité. Donc, celui qui ne part toi-même, quand tu fais du business, tu participes à la vie de la cité, donc tu fais de la politique. C'est aussi simple que ça. Ok, vous avez compris. Donc vous êtes tous des politiciens. Donc on est tous des politiciens. Que vous le vouliez ou pas. Plus de questions bizarres et tout. Pourquoi tu t'es lancé justement dans le business, si je peux dire? Je me suis lancé dans le business parce que quand tu as une vision, c'est aussi important de matérialiser celle-ci économiquement, sinon ça reste que des mots. Et je l'ai matérialisé politiquement. Tous ceux qui me suivent politiquement, notamment sur Facebook ou ailleurs ou à la télévision, le savent. Mais il fallait aussi le matérialiser sur le terrain économique et social. Donc sur le terrain social, j'ai monté une ONG qui est ma plus grande fierté, bien plus même que le business, qui est l'ONG Urgence Panafricaniste, qui est un peu partout en Afrique et qui agit socialement pour venir en aide à nos populations de manière générale, par des formations, par des actions sociales en tout genre, en fonction des latitudes et des besoins locaux des populations. Et de l'autre côté, il y a mon business, donc le Centre Commercial Afro, qui est une entreprise dans la dimension sankariste, parce que sinon je n'aurais pas monté de business, il fallait que ça soit lié à ce en quoi je crois, qui consiste à valoriser les produits locaux, parce que malheureusement on ne les valorise pas suffisamment. Ok, en parlant, parce que tu viens de mentionner un nom très important, Sankara, ce sont qui tes inspirations? Oh là là, elles sont multiples. Mon maître, j'ai pas de maître, j'ai que Dieu pour maître, mais quelqu'un qui était un grand frère qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, donc ça fait longtemps, tu vois mes poils blancs ici, ça fait longtemps. Il est jeune, ne le voyez pas comme ça. J'ai l'âge de maître Yoda dans Star Wars. Et Khalid Mohamed, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Oui? Très clairement. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui... C'est le premier qui m'a fait comprendre à quel point être fier d'être noir dans un monde où la négrophobie était devenue une norme, c'était une priorité absolue pour nos semblables. La fierté de soi, c'est pas mes parents qui l'ont appris, c'est quelqu'un comme Khalid Mohamed, qui était un Afro-Américain d'ailleurs. Mais pourquoi justement il faut être fier d'être noir alors que tu es juste noir? Donc ça, pourquoi non. Avoir... C'est pas... Même le terme fierté noire, c'est impropre, fier de son identité, de sa culture. Poutine est fier d'être russe. Pourquoi le noir n'a pas le droit d'être fier d'être ce qu'il est? Moi je te pose une question. Non, on va couper ça. Kevin, c'est pas ma graisse. Non, ta graisse, je réponds. Pour Poutine est fier d'être ce qu'il est. Tout le monde est fier d'être ce qu'il est. Evo Morales est fier d'être ce qu'il est. Exactement. Et les Africains, les Afro-descendants, parce que même le terme fierté d'être noir n'est pas un terme propre, mais la fierté d'être africain ou un Afro-descendant, c'est important. Les Chinois sont très fiers d'être ce qu'ils sont. Ah oui. C'est à nous d'être fiers de ce que nous sommes. Okay. Voilà. Une question un peu sensible. Ceux qui ont suivi... Comment? Il n'y a rien qui est sensible. Il n'y a rien qui est sensible. Ouais. Alors, ceux qui ont suivi ton parcours, oui. On se rend compte que tu es beaucoup parti en Russie. Pas que, c'est vraiment pas le pays où je suis plus allé. En Iran. Ouais. Au Venezuela. Yeah. Ce sont des pays, Cuba. Pourquoi ces pays-là? Parce que tous ceux qui sont opposés pour X ou Y raison à mes adversaires politiques peuvent être temporairement des alliés. Je dis bien temporairement. Et l'Iran, la Russie, le Venezuela, Cuba sont des entités qui, à certains moments, nous ont profondément aidés dans notre combat politique. Énormément. Ce qui est important, et parfois l'Africain a du mal avec ces nuances, c'est de savoir limiter dans le temps certaines alliances. Parce que ces gens-là ne seront jamais nos alliés de manière durable. C'est parce que tu utilisais le mot aider, là, ça m'a un peu fait sourciller. Non, il ne faut pas sourciller, tu es dans le business, tu as des gens qui t'aident dans plusieurs choses. La vie, quand je dis aider, ça peut être sur tel sujet, un échange de bons procédés, toi sur ça tu les aides, eux sur ça ils t'aident. Justement, il y a un certain échange. Il y a un certain échange, bien évidemment, mais ce n'est pas un secret que Cuba est opposé à l'hégémonie occidentale, ce n'est pas un secret que les Russes sont opposés à l'hégémonie occidentale. Certains diront que c'est parce qu'ils veulent les remplacer. Wait and see. En tout cas, nous on a su se séparer des Russes au bon moment. L'Iran, c'est pas un secret qu'ils sont extrêmement opposés à l'impérialisme occidental, notamment l'Amérique, qu'ils appellent le grand Satan. donc je vais perdre des abonnés. Pas du tout. Donc, c'est moi qui suis opposé à l'hégémonie occidentale. Et, évidemment, ils voient en Afrique une voix qui porte
et qui est opposé à l'impérialisme occidental, ils me contactent. C'est même pas moi qui suis allé, aucun d'entre eux, c'est moi qui me suis levé et dire il faut que j'aille les rencontrer. Non, ils sont venus à nous, ils nous ont rencontrés. Oui, écoutez, on a des adversaires en commun, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des partenariats? C'est des gens qui parient, qui rêvent qu'un jour j'arrive à la tête de l'État. Faut pas qu'on se mente. Parce que si un jour ça arrive dans un monde, je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, dans 1000 ans, si on est encore vivant, mais ce qui est certain, c'est que les alliances politiques que je ferai, ça ne sera pas avec la France. Ça, c'est sûr. Ça ne sera pas avec les États-Unis. Ça, c'est sûr, je n'aurai pas la green card. Je ne pourrai pas aller te voir. Mais ça sera avec des pays qui se sont opposés à l'impérialisme occidental, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que tu es proche du régime Poutine alors? Non, je ne suis pas proche du régime Poutine, mais j'ai des proches dans le régime. C'est pas pareil. C'est pas très différent. Si, c'est différent, parce que proche du régime Poutine, ça voudrait dire que de manière globale, je suis très attaché au mot, attention. De manière globale, je suis proche de ce régime. Alors, il y a beaucoup de gens que je n'aime pas du tout, que je n'apprécie pas, idéologiquement, politiquement dans le régime. Et puis il y a maintenant quelqu'un comme celui qui a préfacé mon dernier livre, Alexandre Douguine, qui est considéré comme l'idéologue du Kremlin, qui est considéré comme l'un des... D'ailleurs, aux États-Unis, on le surnomme le philosophe le plus dangereux de la planète. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très brillant. C'est quelqu'un qui m'a fait quand même des articles extrêmement élogieux sur notre combat politique, parce qu'il estime qu'on est peut-être la nouvelle génération de Lumumba, etc. au XXIe siècle, et que le combat qu'on mène, c'est un combat pour tous les oppressés dans le monde. C'est ce en quoi je crois. Super. Tu m'as l'air d'être très clair dans ta tête. Hein. Tu n'as pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Non, ça c'est peut-être le défaut que certains veulent m'accoler, mais que je pense être une profonde qualité. Je sais exactement où je veux aller. Savoir où tu veux aller ne veut pas dire que la nature va te permettre d'y aller. Qu'on soit très clair. Il peut t'arrêter entre-temps. Il y a des gens, ils ont été arrêtés entre-temps. Lumumba a été tué avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Sankara, il a pu faire quelque chose, mais il a été stoppé très tôt. D'autres, peut-être que je vais même jamais rentrer en politique institutionnelle. Il faut qu'on se dise les choses. Et peut-être que je resterai, même si j'aime pas du tout le terme leader, mais en tout cas une voix influente de la société civile en Afrique qui c'est ce que l'histoire retiendra, opposée au néocolonialisme, ce qui est déjà beaucoup. Mais je sais où je veux aller. Maintenant, où est-ce que Dieu veut que j'aille? Time will tell. Si je demande l'Afrique dans 50 ans, l'Afrique sera debout, devant, parce que dans 50 ans, je pense qu'à la tête de certains États, certains Africains, certaines Africaines auront pris leurs responsabilités et changeront la direction dans laquelle nous sommes. Bon, voilà quelle interview. Écoutez, vous avez une idée de c'est qui Kémy Séba. Kémy Séba, tu as également une chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Que je ne gère pas, c'est mon équipe qui gère. Mais oui, en effet, j'ai une chaîne YouTube, mais si on veut me suivre vraiment sur quelque chose, c'est Facebook. C'est ma page officielle Facebook. Ok. Voilà. Donc, allez j'ai une sur chaîne Facebook, YouTube aussi. Kémy Séba sur Facebook, Kémy Séba sur YouTube, Instagram également. Pour un contenu détonnant. Mais, mais merci beaucoup pour ton temps. Il est très très busy là, donc je le remercie énormément pour le temps qu'il a accordé pour cette interview-ci. Et c'est très apprécié. On est ensemble. Ensemble. Allez. Bye la famille. Merci. Peace out.